On accueille Marc Fiorentino. Bonsoir Marc. Bonsoir. Économiste, ravi de vous accueillir. On va parler de notre pays. Alors, vous avez fait un petit message sur les réseaux sociaux en disant l'économie française m'inquiète. Il y a plein de dessins, on va en parler dans un instant. On accueille aussi Arthur Delaborde d'Europe 1. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Avec vous, on va juste voir ce à quoi on peut s'attendre demain sur les mesures que pourrait annoncer Sébastien Lecornu concernant le pouvoir d'achat. Et puis je vous passe la parole, Marc et Eric, évidemment, grand spécialiste économique. Arthur, qu'est-ce que peut annoncer le Premier ministre ? Ce qui est très clair, ce qui ressort du Conseil des ministres de ce matin, c'est qu'il n'y aura pas de changement de stratégie à attendre avec les annonces demain. Donc on va rester sur des dispositifs ciblés. Évidemment, certaines professions qui ne sont pas concernées actuellement pourraient peut-être accéder à ces dispositifs. Pour le moment, ça se concentre sur les agriculteurs, les transporteurs. Là, on parle maintenant éventuellement des taxis, on parle aussi du secteur du BTP ou des métiers de la chimie qui sont particulièrement touchés par la crise. Il y a d'autres pistes, éventuellement une revalorisation aussi de ces aides. Et puis on entend aussi, mais alors il n'y a rien de confirmé, il faut rester prudent à ce stade, éventuellement faciliter le versement de la prime Macron. Donc là, ça serait une manière pour le gouvernement de solliciter le secteur privé, puisque cette prime Macron qui est défiscalisée permet en fait aux employeurs d'améliorer le pouvoir d'achat de certains salariés. Encore faut-il que les entreprises acceptent de jouer le jeu. Voilà, absolument. Marc Fiorentino, vous avez des infos sur ce qui va se dire demain ? Non, j'ai pas d'infos, mais ce qui est très intéressant, ce que vous avez dit est probablement juste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux éléments à retenir de ça. C'est qu'on n'a pas d'argent. Et donc, évidemment que si on avait les moyens et si on n'avait pas des taux d'intérêt qui étaient au plus haut, puisque je vous rappelle, les taux d'intérêt français d'emprunt à 10 ans sont quasiment au plus haut depuis plusieurs années. Donc, on est dans une situation qui est périlleuse avec une dette qui est très importante. Si on avait eu les moyens, vous pensez bien qu'on aurait déjà fait le énième plan de relance parce qu'on est les spécialistes des plans de relance et de toute la distribution de chèques gratuits avec de l'argent qu'on n'a pas. Le deuxième élément qui est beaucoup plus affligeant et qui fait partie de mon avertissement ou de mon alerte, c'est qu'en fait, on a un gouvernement qui ne gouverne pas. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé assez vite, tous, sur le fait que depuis 2 ans, ça va faire 2 ans quasiment jour pour jour qu'il y a eu la dissolution, on ne peut plus avoir de gouvernement, on ne peut plus prendre de mesures importantes, populaires, impopulaires, qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. C'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'on est dans un pays... Et imaginez une entreprise qui est dans une période de difficulté, avec des produits qui se vendent moins, avec une guerre en Iran, avec la continuation de la guerre en Ukraine, et qui ne peut pas prendre de décision. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de décision. Ça fait 2 ans qu'on ne prend pas de décision. Enfin, je sais pas, on fait semblant. Alors c'est très amusant parce que nous tous, on tombe un peu dans le jeu et puis on dirait qu'est-ce qu'ils vont décider demain, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en fait, ils ne peuvent rien décider. Ils n'ont pas de majorité au Parlement. Donc ils ne peuvent rien faire. Donc on n'a pas de gouvernement depuis 2 ans. Ça va durer encore 1 an. Donc on a un bateau ivre dans une période de tempête, sans capitaine et sans équipage. C'est pour ça que j'ai lancé ce message hier, parce que je trouve qu'on est dans le déni de réalité, et je suis totalement affligé par le débat politique, parce que dans le débat politique... Il n'y a personne qui fait des propositions intelligentes pour vous, Marc Fiorentino ? Non, mais c'est même pas... oubliez les propositions intelligentes. On oublie les propositions intelligentes. Non, mais oubliez, j'en suis même pas là. Simplement qu'il y a des propositions, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le sujet économique et financier est un sujet. Or, si on regarde tous les agrégats économiques, là, il ne s'agit pas d'être de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est simplement de regarder, Eric connaît ça par cœur, les agrégats économiques français et la dégradation des agrégats économiques français. On peut tout prendre, on n'a pas le temps, mais on pourrait les prendre les uns après les autres. Mais ils ne sont pas mauvais, ils sont catastrophiques. Bon. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui qui demande de prendre des décisions fortes. On voit bien, par exemple, évidemment, la Chine était à l'honneur avec la réception de Poutine et puis avec Trump avant, que la Chine prend des décisions essentielles pour son avenir en investissement massivement sur la technologie. Nous, on n'en est même pas là. C'est même plus une question de la bataille technologique. On l'a perdue. Mais là, on est face à une bataille financière et économique. Le chômage remonte. La dette est au plus haut. Le déficit est au plus haut. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, écoutons un infirmier qui, lui, comme toutes ces professions libérales, ne s'en sort pas. Et écoutez ce qu'il attend de Sébastien Lecornu. On se sent complètement oublié. On a eu les mêmes promesses de la part du Premier ministre il y a plus d'1 mois à la tribune de l'Assemblée nationale en disant qu'il penserait aux infirmiers et aux infirmières. Et on n'a vu venir aucune mesure.
On attend vraiment du concret et pour le moment, on ne croit plus à ces promesses ministérielles tant qu'on n'a pas quelque chose de concret par rapport à nos revendications. Nous sommes des grands rouleurs de par le nombre de kilomètres effectués par an par les infirmières et infirmiers libéraux. Nous réclamons depuis des mois, voire des années, une exonération, une free tax, une exonération de la taxe sur les produits pétroliers et une partie de la TVA, au même titre que les transports sanitaires et les chauffeurs de taxi, qui eux aussi participent au système sanitaire de par le transport des patients. Les infirmiers libéraux sont au cœur du système de santé. Sans les infirmiers libéraux, des patients seraient exclus des prises en charge de soins et nous allons soigner même les plus isolés. Voilà pour cet appel d'un infirmier, Éric Revel. On peut se permettre d'ouvrir encore plus le carnet de chèques de la France ou pas? Alors, pendant que le gouvernement blablate à l'Assemblée nationale, il y a toujours ce geste pour tordre les micros, le geste auguste, je vais parler et vous dire des choses. En fait, Marc a raison, il ne se passe absolument rien. Et depuis 2 ans. Mais je voudrais quand même, parce que les chiffres, je les ai en tête, donc 3 500 milliards d'euros de dette, un déficit budgétaire cette année un petit peu réduit, mais qui va être quand même à 130 milliards d'euros. En tête de la zone euro. Absolument. Un déficit commercial, on l'oublie, on a réindustrialisé, on doit être à 80 milliards d'euros. Un service de la dette, donc le paiement des intérêts de ce qu'on doit à ceux qui nous prêtent, de 100 milliards d'ici 3 ans. 100 milliards d'euros de service de la dette. Et puis, cerise sur le gâteau, parce que dans ma carrière de journaliste économique, j'avais jamais entendu ça. Le gouverneur de la Banque de France, donc François Villeroy de Galhau, qui vient de laisser son job à un proche d'Emmanuel Macron, Emmanuel Moulin, avait eu cette phrase que je n'avais jamais entendue dans la bouche d'un gouverneur de la Banque de France: nous n'avons plus un euro en caisse. Voilà. Donc ça me rappelle que la tête d'un État en faillite de François Fillon. Et alors, si je rajoute, parce que oui, on pourrait dire baissons la TVA, mais on va écouter en fait, Jean-Philippe Tanguy. Les économistes le savent. Hors stock, en fait, la croissance a été négative au premier trimestre. Hors stock, ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que, en fait, si vous enlevez les stocks qui sont là déjà dans l'économie, en fait, on est en croissance négative. Et vous savez ce que c'est la récession? C'est 2 trimestres de suite de croissance négative. Eh ben, c'est pas impossible, malheureusement, qu'au prochain trimestre, on soit donc à la rentrée, en croissance négative. Donc ça veut dire que vous avez un gouvernement qui subit évidemment de plein fouet. Mais on n'a pas de gouvernement. Mais j'ai commencé par dire qu'il blablatait. Non, mais c'est même pas blablater. En fait, il peut rien faire. En réalité, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Il n'a aucune marge de manœuvre. Donc il peut faire quoi demain? Il va faire quoi? Il va taxer les entreprises. Non, il va faire du saupoudrage. C'est-à-dire qu'il va rajouter exactement ce que vous avez dit. On va rajouter une profession. Puis s'il y en a un qui gueule un peu trop fort, on va rajouter un peu d'argent. Mais on ne peut pas distribuer. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé en fait, qui est très nouveau, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 1 an ou à 1 an et demi où on faisait des chèques à tout va. Ce qui a changé, c'est que d'abord on a un niveau de dette qui est colossal. Bon, ça n'a pas changé, mais il continue à augmenter. Ce qui a changé, c'est que l'environnement global pour tout le monde a changé, que les taux d'intérêt ont monté. Et donc aujourd'hui, les gens, les prêteurs, c'est-à-dire les gens qui prêtent de l'argent aux différents pays, disent non, mais attendez. Là, on rigole plus du tout. C'est-à-dire que si vous nous refaites le coup des chèques en blanc et du quoi qu'il en coûte, là, on vous massacre. Et on est à un niveau qui est une cote d'alerte pour nous, les économistes et les gens des marchés financiers, qui est le niveau des 4% sur les emprunts à 10 ans en France. Alors, c'est très technique, mais en fait, c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on emprunte à un niveau qui, aujourd'hui, est en train de nous asphyxier. Écoutons Jean-Philippe Tanguy, qui était notre invité ce matin, député RN. Alors, eux, le RN, ils veulent une baisse globale des taxes. On l'écoute, vous nous dites si c'est tenable. Il faut des mesures durables. C'est pour ça que la baisse de TVA que Marine Le Pen et Jordan Bardella demandent sur toutes les énergies, passer de 20 à 5,5, nous nous y accrochons jusqu'au bout et on la défendra jusqu'au bout. Il faut l'assumer, 12 milliards d'euros. Donc vous voyez que le Premier ministre va réussir à faire 6 milliards d'économies. En tout cas, elles sont annoncées. Il faut évidemment faire plus, mais c'est pas du tout impossible puisque 12 milliards, et même, on l'assume, 16 milliards avec la deuxième mesure que nous demandons, à savoir la suspension temporaire de 16 centimes en plus sur le carburant, ce qui fait une baisse globale avec la TVA de 40 centimes. Ça coûte 16 milliards en tout, c'est 1% des dépenses publiques et il est évidemment très facile de faire 1% de baisse des dépenses publiques. C'est un manque de courage politique. Alors, pour ce que propose... vous n'êtes pas convaincu, Marc Sorrentino? Non, je ne suis pas convaincu, mais en plus, c'est des gens qui nous expliquent que la retraite doit descendre à 60 ans ou au moins rester à 62 ans. Le poste principal aujourd'hui de notre budget sur lequel on peut faire des réductions, c'est le poste des dépenses sociales et le poste de la retraite. Donc, il est très gentil et sympathique. Le baisser la TVA, qui va payer? Alors, pendant ce temps-là, dans les autres pays, ils sont à 67 ans, voire 70 ans. Eux, ils défendent l'idée
qu'on doit descendre à 60, qu'on restait à 62, voire à descendre à 60. Enfin, on est en pleine aberration. Alors eux, leur programme économique, pour l'instant, il n'est pas à faire ni à fait. Geoffroy Lejeune, en même temps, on sait pourquoi ils ont choisi cette voie-là économique. Le Rassemblement national, ils sont sur un segment très populaire de la catégorie française. Mais je vous trouve un peu dur avec le programme économique du Rassemblement national parce que pour la première fois depuis très longtemps... On ne pas ça un programme économique. D'accord. Mais pour la première fois depuis très longtemps, déjà, ils parlent plus de 60 ans maintenant. Je crois qu'on est sur 62, mais on avance. Et ensuite, deuxième chose, je crois que c'était dans votre interview, Laurence, Jean-Philippe Tanguy, il parle de 140 milliards de baisse de dépenses de l'État. Et c'était ça ma question, en réalité. Vous avez dit, il ne s'est rien passé depuis 2 ans, il ne va rien se passer pendant 1 an. Là-dessus, on va tous être d'accord. Vous ne pensez pas que ça peut être pire et que, en fait, ça peut être pire après la présidentielle? Parce que je ne vois pas beaucoup pour l'instant. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on ait des... Alors, je viens de parler des 140 milliards du RN, mais il n'y a pas beaucoup de candidats qui promettent du sang et des larmes et des baisses de dépenses, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il peut y avoir un nouveau... Personne ne serait élu sur un programme de sang et de larmes. Hein. Je pense que ce que dit Laurent, c'est essentiel. C'est-à-dire que, en fait, la confiance qu'on peut avoir, c'est de dire que de toute façon, on voit bien, David Lisnard est inaudible pour l'instant, parce qu'il ne parle que de ça. Donc si on parle de ça, on est inaudible. Okay. Donc il faut parler d'autre chose pour être élu, pour avoir une majorité et pour avoir un programme qui tient la route. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence avec il y a quelques années, où chaque année on se dit, bon, on peut se permettre, et puis il y a 2 ans, il y a 3 ans, le quoi qu'il en coûte et autres, c'est qu'aujourd'hui, franchement, on est quand même complètement dos au mur, avec un pays qui est l'Allemagne, qui commence à nous dire, bon les gars, vous rigolez un peu, vous faites rien, vous avez distribué de l'argent et continuez de distribuer de l'argent, mais vous n'investissez pas. Nous, on est en train de réfléchir en Allemagne à pivoter notre modèle économique. Les entreprises qui font de l'automobile se mettent à faire de la défense. Maintenant, pour revenir, je ne veux pas être trop sévère avec le Rassemblement national, mais en fait, si vous regardez leur programme d'économie, bon, il est principalement sur l'immigration. Je n'ai pas de sujet sur le sujet de fond, mais la question, c'est qu'il est complètement incompréhensible et complètement inapplicable. Donc c'est facile, moi aussi je peux dire je vais faire 200 milliards de réduction de dépenses. Si c'est pas applicable, ça sert à rien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des programmes crédibles. Et c'est pour ça que je disais, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, je n'entends nulle part, c'est ce que j'ai dit au démarrage, je ne vois pas un politique qui dit, attendez la situation, parce qu'ils savent très bien, comme dit Laurence, que c'est pas vendable. Et indépendamment de la question des partis politiques, celui qui dira la vérité, c'est celui qui dira qu'il va faire combien d'économies. Il faut qu'on fasse combien d'économies dans le premier budget après 2020. Moi, je pense que malheureusement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut avoir de la crédibilité vis-à-vis du monde des entreprises et vis-à-vis des syndicats et autre part. Mais c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, si vous allez et vous indiquez ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la situation est catastrophique, il n'y a plus d'argent, il y a vous faites 0,8%. Donc, on sait très bien, et c'est la raison pour laquelle ils n'en parlent pas. Ils ne sont pas idiots. Hein, je pense pas. Alors, je pense qu'il y en a une partie qui ne se rend pas compte de l'urgence et qui est dans le déni de réalité. Mais je pense qu'il y a une partie qui est forcément pas totalement déconnectée de la réalité quotidienne et qui sait très bien qu'à partir du moment où vous allez dire exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire des sangs, des larmes et de la sueur, là, vous n'avez aucune chance d'être élu. Rachel, après, il y a aussi la question de ces Français qui demandent beaucoup à l'État, parce que l'État, c'est l'État nounou, on a été habitué à ça. Parce qu'on leur a toujours donné. Mais c'est ça, on a été habitué, biberonné à ça, et c'est à ces aides de l'État. En fait, je partage infiniment ce que vous avez dit, et puis, en fait, c'est vraiment un changement de logiciel, mais ce qui me fait vraiment beaucoup de peine, c'est de savoir qu'en réalité, on n'a plus de souveraineté réelle pour nos propres décisions et qu'on a perdu un cap. Et lorsque je vous écoutais, ça me faisait penser à ce slogan « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Si on ne maîtrise plus rien, eh bien forcément, on est plus puissant. Alors effectivement, dans nos mentalités, l'état d'esprit français, c'est évidemment la question de la dette, mais aussi de savoir pourquoi on travaille. C'est pour un pays et pour que ce pays rayonne pour la France et à travers le monde. Eric Revel. Je ne sais pas si un homme politique aura la volonté, le courage et la possibilité de réformer ce pays, mais on a quand même une petite piste. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a soumis une idée aux Allemands qui lui ont claqué la porte au nez d'un grand emprunt européen. Évidemment, les Allemands... ils ont dit non. Oui. Non, mais pourquoi je vous parle de l'Europe ? Parce que peut-être que les réformes seront imposées par l'extérieur. Alors la France, c'est pas n'importe quel pays, c'est la deuxième économie de la zone euro, mais d'avoir une banque centrale européenne, je ne parle pas d'une troïka avec le FMI, mais une banque centrale européenne qui imposerait des mesures à la France pour dégainer un emprunt européen, alors ça nous pend, à mon avis, au bout du nez.
Mais oui, en fait, peut-être que c'est un organisme extérieur qui va obliger la France, comme ça se fait dans d'autres pays, comme ça se fait en Grèce, avec des réductions du niveau des retraites, avec des réductions imposées du nombre de... Ça a été terrible. Alors, on n'est pas dans cette situation, et l'économie française, c'est pas l'économie grecque. Mais ils sont sortis, mais ça a été terrible. Ils s'en sont dressés. Les pays qu'on appelait les pays du Club Med nous donnent des leçons tous les jours budgétaires. Portugal, Espagne, Italie et Grèce. Nous, on a quand même des députés qui sont en train de débattre sur la semaine de 3 jours ou de 4 jours. Enfin, c'est-à-dire qu'on est complètement décalé par rapport aux enjeux. Vous avez même le président de la République hier qui a expliqué qu'il faudrait maintenant se pencher sur les consignes des bouteilles en plastique. C'était un vrai sujet. On est quand même, au-delà de l'aspect évidemment anecdotique et dramatique, on est quand même dans une situation qui est aujourd'hui une situation qui appelle à une sorte de sursaut national. On parle de ça. Et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que c'est facile de taper sur les politiques. On aime bien faire ça, mais c'est facile. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut changer. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Il faut changer de logiciel. C'est-à-dire, il faut changer d'état d'esprit. Il faut changer de mentalité. Et il faut évidemment, quand on entend, c'est désespérant. Quand on entend des infirmiers qui disent regardez, c'est une réalité. C'est une réalité. On peut pas dire c'est très dur. Leur situation est très compliquée. Mais en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois que la situation est très compliquée, le réflexe, c'est de dire quand est-ce que l'État va payer ? En fait, j'ai rien reçu, j'ai pas reçu de chèque ce mois-ci. Mais comment ça se fait en fait ? Puisqu'il y a eu, on a fait durer le quoi qu'il en coûte bien au-delà du Covid. Arthur, à quelle heure demain, Monsieur Lecornu va s'exprimer pour ces annonces ? 17h30, réunion 16h à Matignon. Oui, pour rebondir sur le plan politique, la difficulté du gouvernement, c'est aussi justement ces aides qui ont été déversées d'ailleurs après le Covid, même pour faire face à la crise en Ukraine. Il faut rappeler qu'entre 2022 et 2023, il y a eu le fameux bouclier énergie qui a coûté à lui seul à peu près tarifaire a été dramatique. 50 milliards d'euros. Le total, c'est environ 100 milliards sur 2022-2023. Et surtout, sur le plan politique, quand on interroge les Français, est-ce qu'ils ont eu le sentiment d'être aidés pendant cette période ? La réponse est très largement non. Donc il y a assez peu de gains. Il y a une volonté de tirer peut-être des leçons de cette période. Et il y a une autre difficulté qui va être dans les semaines à venir, qui va monter en pression pour Sébastien Lecornu, c'est que dans le même temps, il nous explique qu'il faut des aides ciblées et temporaires et qu'il nous dit en même temps que la crise va durer. Et face à cela, quelles vont être les réponses ? Eh bien, nous le saurons demain. Merci Marc Fiorentino d'être venu, Rachel Kahn, Arthur Delaborde, Geoffroy Lejeune.